Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Avec nous aujourd'hui, le professeur James Boyard, dont on va certainement bénéficier de l'éclairage en ce qui concerne l'arrestation de ce suspect clé dans l'assassinat du président Jovenel Moïse dans la nuit du 6 au 7 juillet dernier. Mario Antonio Palacios a été arrêté à la Jamaïque, puis conduit aux États-Unis, en Floride, où il a été auditionné par un tribunal fédéral. Merci de cet éclairage dont on va pouvoir bénéficier avec le professeur James Boyard. Bonjour professeur et bienvenue à Métropole. Bonjour Métropole, bonjour Wendel. C'est un devoir, surtout que j'enseigne le droit international privé, et il y a une sous-branche du droit international privé qui est le droit pénal international. Et l'assassinat du président, la nature même de ce crime, fait partie justement du droit pénal international parce que c'est un exemple illustratif de ce qu'on appelle un crime transnational. Est-ce que vous êtes surpris hier d'apprendre que arrêté monsieur pendant qu'il est en transit et lui demandé pour voyer aux États-Unis? Et bon, je ne vais pas dire ça comme ça, parce que il n'a pas demandé lui-même pour voyer aux États-Unis si les États-Unis pas exprimé, pas manifesté ou encore exprimer compétences juridictionnelles dans le crime ça, l'enquête ça. Et c'est parce que d'abord les États-Unis établissent les compétences juridictionnelles de la justice américaine dans le cadre de cette infraction pénale, de ce crime contre le président Jovenel Moïse. Donc peut-être que ils comprennent que les États-Unis ont intérêt dans le crime, tant que Haïti a intérêt, ils préféraient faire le choix d'une extradition vers les États-Unis que vers Haïti. Et ça se comprend. Donc vous pensez que monsieur croit que s'il vient en Haïti, soit que par contre, justice qui a fonctionné réellement, soit le cas mourir, ou bien, mais il était qu'à demander pour l'aller dans le pays, lui tout. D'ailleurs, c'est là le aller. Oui, et évidemment, mais il faut dire que la Colombie, ce que je comprends, c'est que la Colombie n'a jamais sollicité son extradition. Parce que pour parler d'extradition, il faut considérer l'individu comme étant un suspect qui est poursuivi par devant votre justice, ou encore comme un condamné qui a fui la peine. Donc, il se trouve que la Colombie n'a jamais exprimé ou encore n'a jamais voulu établir sa compétence juridictionnelle dans le cadre de ce crime dans le cadre de l'assassinat de Jovenel Moïse. Et c'est pas ton surprise pour l'entendre que monsieur allait en Floride? C'est pas une surprise. Et pour plusieurs raisons, parce que d'abord, ce qui m'a étonné, c'est le fait que les États-Unis, dès le début, pas pressé tête pour exprimer propre compétence dans et crime ça parce que des fois intervention dès le début de la situation sur cette question côté m'était établi 3 arguments qui justifiaient qui capables utilisés par les États-Unis la justice américaine pour justifier pour établir compétence juridictionnelle dans cas ça, ce qui fait que dès le début la justice américaine aurait pu exprimer leurs compétences. Mais maintenant, le fait que vous viennent établir compétences, que tardivement certainement, mais vous établi compétences, c'est pas étonnant parce que effectivement, l'ordre public américain est impacté. En fait, le crime a impacté l'ordre public américain, d'autant plus que il y a des législations américaines et des législations internationales ratifiées par les États-Unis qui donne justement aux Américains, à la justice américaine, une compétence juridictionnelle pour connaître ce genre de crime. Donc, quel que soit le côté américain qui a impliqué là-dedans automatiquement? Pas automatiquement, c'est ça qui fait me dire que, par exemple, la question est assassinat de Jovenel Moïse. Il faut nous rappeler, nous, que gagnons une convention, l'on parle de convention, on a parlé d'un traité multilatéral qui est adopté par plusieurs États. Mais une convention internationale que Haïti ratifiée, que les États-Unis ratifiés, que la Jamaïque ratifiée, que la Colombie ratifiée, et qui reconnaît les infractions pénales, par exemple les crimes,
des assassinats contre les personnes jouissant de protection internationale telles que les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les diplomates, eh bien, pays qui ratifient capable d'exprimer compétence juridictionnelle. Soit que si fugitif la vienne sous territoire, eh bien, vous extrader vers le pays sur le territoire duquel le crime a été commis, ou soit que même si vous pas décidé d'extrader, vous jugez à travers leur propre législation. Je pense que c'est dans le cadre de ça que nous sommes capables d'apprécier justement la compétence juridictionnelle des États-Unis. Qu'est-ce que c'est une extradition? L'extradition, d'abord, la première définition de l'extradition, c'est de dire que l'extradition, c'est le fait pour un État requérant de solliciter d'un État requis et le transfert sur son territoire d'un individu, d'un suspect recherché dans le cadre de crimes d'une infraction internationale, d'une infraction pénale, Mais on dit que c'est une définition qui était à l'origine de cette catégorie juridique, parce que cette définition a évolué, parce que rappelons qu'avant, il parlait d'extradition, que c'est l'extradition concernait un suspect. Alors qu'aujourd'hui, on sait que l'extradition peut concerner à la fois un suspect et même un condamné. Parce qu'on peut condamner une personne et la personne a eu le temps de prendre la fuite vers un autre pays. Dans ce cas-là, on peut solliciter l'extradition pour que la personne puisse venir purger sa peine sur le territoire du pays et sur le territoire duquel il avait commis le crime. Est-ce que pas des conditions prérequises pour qu'il y ait extradition? Évidemment, le droit international et la plupart des législations nationales, ils conçoivent ça les conditions de fond et des conditions de forme et sur l'extradition. Parmi les conditions de fond, on ne peut pas solliciter l'extradition en matière politique. C'est-à-dire, si le crime est considéré comme étant un crime politique, il n'y a pas lieu de parler d'extradition, parce qu'on parle d'extradition seulement en matière de droit commun, s'il s'agit d'un crime de droit commun. Tel est le cas de l'assassinat du président Jovenel, c'est un crime de droit commun. Donc, n'importe quel Haïti peut solliciter l'extradition, et dans ce cadre-là. Les États-Unis, si les États-Unis ont exprimé leurs compétences juridictionnelles, les États-Unis peuvent solliciter l'extradition. Il y a également, on parlera de l'extradition, on peut solliciter l'extradition, et seulement si l'individu qui est impliqué dans le crime, on ne va pas condamner l'individu à une peine capitale, c'est-à-dire la peine de mort. On ne peut pas parler d'extradition si la condamnation risque de donner lieu à une peine capitale. Vous voyez? C'est autant de... Et puis on parlera d'extradition seulement s'il existe un accord entre les pays concernés qui traitent de l'extradition. Vous voyez? Et puis, en dehors de ces conditions de fond, il y a des conditions de forme qui traitent des questions de procédure de la demande d'extradition. Comment on peut traiter une demande d'extradition? Maintenant, ça c'est de manière générale. Si nous faisons camper sur le cas Palacios, là, en plus de accords, conventions que les États-Unis signent, mais connaissant ce pays, il y a des gens qui faire mes yeux sur ça tout, il y a quitté monsieur aller Colombie, retourner dans le pays. Est-ce qu'on gagne une explication bien fondée sur motivation des États-Unis, mis à part convention qu'ils signent, mis à part explication qu'on saute là, dans le cas de Palacios? Dans le cas, déjà, il faut voir que le crime, l'assassinat d'un président, de chef d'État, en général, c'est un crime grave, c'est une infraction grave. C'est dommage que la société haïtienne, jusqu'à présent, pas arrivé à appréhender le drame, ce drame-là, c'est-à-dire la nature de ce drame. C'est un crime extrêmement grave. Même si on ne pas considéré comme étant un crime international ou un crime supranational, mais c'est une infraction extrêmement grave qui porte atteinte pas seulement à l'ordre public haïtien, dans le cas de l'assassinat de Jovenel, mais qui porte atteinte également à l'ordre public international. Et puissance qui est plus proche de nous, c'est les États-Unis. Donc, l'ordre public américain est concerné. Parce que les États-Unis étant la puissance hégémonique de la région et du monde, les États-Unis ont le devoir, l'obligation de fournir ce qu'on appelle des services publics internationaux. Et un service public international que un pays est supposé fournir aux autres États, c'est la protection, c'est la sécurité. Donc, en ce sens-là, les États-Unis ont failli à sa propre obligation ou à ses propres obligations, et peut-être que les États-Unis ont essayé de rattraper, et les États-Unis ont intérêt à poursuivre cette question.
Et ce n'est pas parce que tu as gagné des Américano-Haïtiens ou Haïtiano-Américains qui soupçonnaient d'implication dans le complot? Évidemment, on avait établi ça comme argument aussi pour justifier la possibilité pour les Américains d'exprimer leurs compétences juridictionnelles. Premier argument, c'était l'ND que, écoutez, en fait, ces gens-là qui ont participé dans l'assassinat du président, eh bien, ils se réclamaient comme étant des agents de la DEA. Le fait qu'on présente tête ou utiliser une fausse fonction, un faux titre, qui c'est un agent de DEA, eh bien, les États-Unis concernés, parce que la justice américaine est capable d'appréhender des questions ça de la même façon que les capable concernés par l'usage de fausses devises américaines à l'étranger. Donc, ça ballon, ça relève une compétence extraterritoriale pour connaître l'affaire. Mais il y a également l'argument de la nationalité des intéressés. Dans ce cas-là, on parlera de la compétence et la compétence personnelle positive. La compétence personnelle positive à ne pas confondre avec la compétence personnelle négative. Un État qui exprime sa compétence pour connaître une infraction sur la base de la compétence personnelle positive, c'est lorsque ses propres citoyens sont suspectés dans un crime. Alors qu'un pays doit exprimer cette même compétence personnelle négative lorsque ses citoyens sont victimes du crime. Vous voyez, c'est la différence. C'est la différence. Maintenant, en plus, le monde, ouais, rapidement, un tribunal est constitué, il y a un rapport qui fait, ça n'a pas inspiré rien. Écoutez, d'abord, on doit dire que la justice américaine, c'est une justice qui fonctionne. C'est une justice qui fonctionne, qui a les moyens. Écoutez, c'est-à-dire les structures, les infrastructures judiciaires américaines, eh bien, sont extrêmement efficaces. Et cela peut dire également que même lorsque M. FBI a quitté le territoire et il a quitté l'enquête là depuis plusieurs mois, il a quitté Haïti depuis plusieurs mois, peut-être qu'il était toujours concerné par l'enquête. Donc il y avait toujours une mise en place. Peut-être que c'est sur la base de tout ça, des travaux préparatoires, que la justice américaine a pu agir de manière aussi diligente. Dans quel sens que Haïtiens doivent considérer que l'enquête en Haïti n'a pas abouti, ou bien un bon procès qui peut le fait avec l'arrestation par les Américains de Palacios? Déjà, il faut dire que le fait que les Américains ont exprimé définitivement leurs compétences dans ce crime leur donne la possibilité de juger Palacios. Et si les Américains le souhaitent, ça leur donne également la possibilité de solliciter l'extradition de tous les autres suspects ou de tous les autres inculpés qui se trouvent dans les prisons en Haïti. Pourquoi ça en fait? C'est possible, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Parce que, pas oublier que peut-être que la justice américaine est capable d'établir que Palacios n'est qu'un complice, et auquel cas, il faut toucher également l'auteur ou encore les auteurs intellectuels ou autres du crime. Donc peut-être que même les gens que vous considérez comme étant auteur criminel qui peut être en liberté, que les Américains sont capables de concerner et après première audition que vous capable de faire de Palacios, après évidence que vous gagnez à partir de interroger Palacios. Donc ce qui fait que dans un sens comme dans l'autre sens, eh bien, la justice américaine, le jugement de Palacios aux États-Unis va profondément influencer la justice et le jugement des Colombiens qui se trouvent en Haïti. J'ai dit dans un sens comme dans un autre. Pourquoi? Parce que si on présente Palacios dès le début et dans les rapports qui ont été produits et qui ont été diffusés par certains médias ou certains réseaux, des rapports de justice, des rapports d'enquête, etc., des rapports d'instruction même, eh bien, ils ont présenté Palacios dès le début comme étant celui qui a assassiné le président. Et encore mieux, celui qui détient les informations, les bonnes informations sur ce plan d'assassinat. Donc, ce qui fait que c'est
un élément extrêmement important, un élément central de cette enquête et que les Américains ont dans le là. Donc, ce qui fait que sur cette base, si on arrive à établir ça, le statut de Palacios en ce sens, eh bien, ils sont capables de condamner, la justice américaine est capable de condamner Palacios. Eh bien, si on condamne Palacios, écoutez, il n'y a aucun doute que ça peut influencer l'orientation, le sens du jugement des Colombiens en Haïti. Parce que la justice américaine, la justice haïtienne, les juges haïtiens, ils ont une obligation de plus, puis ils ont condamné. Et les Colombiens, ça y est dans le Parce que si les Américains arrivent à condamner Palacios, ce n'est pas eux-mêmes qui disent que les Colombiens n'ont pas impliqué dans l'assassinat. Et dans l'autre sens, si les États-Unis estiment que Palacios n'était pas impliqué dans le crime, eh bien, ça peut avoir un impact négatif également sur le sens du jugement, sur le sens même de l'instruction en Haïti. Est-ce que pas de condamnation possible par la justice haïtienne de Palacios, malgré que l'État jugé condamné aux États-Unis? Bon, il faut dire que le fait que les Américains ont exprimé leurs compétences juridictionnelles, ça donne lieu, en fait, ça génère ce qu'on appelle un conflit de juridiction. Un conflit de juridiction, c'est lorsque 2 ou plusieurs juridictions expriment justement leurs compétences dans le cadre d'une infraction pénale. Dans ce cas-là, eh bien, c'est le pays qui concerne qui est capable de coopérer, qui est capable de déterminer le niveau de coopération. Parce que assurément, si il est condamné par la source aux États-Unis pour le crime, Haïti ne peut pas le condamner pour le même crime. Haïti pourrait le condamner pour d'autres infractions connexes de ce crime qui n'ont pas été prises en compte par la justice américaine. Vous voyez? C'est ça. Est-ce que Haïti n'est pas commandé pour ouvrir le balai? Oui, Haïti est capable de demander parce que, pas oublier qu'en matière d'infraction pénale, et lorsqu'on parle de compétence juridictionnelle, la compétence juridictionnelle qui est primée, c'est la compétence juridictionnelle de droit commun qui a donné lieu au principe de la territorialité du droit pénal, qui veut dire que la lex loci delicti, qui donne la primauté à la loi du lieu de la commission, la loi du lieu de la commission du délit, donc du crime. C'est la juridiction haïtienne qui est la juridiction du lieu de la commission de ce crime qui a la primauté juridictionnelle, qui a la primauté de juridiction. Mais à côté de cette condition de compétence juridictionnelle, il y a d'autres conditions de compétence juridictionnelle. Par exemple, la nationalité, la compétence juridictionnelle sur la base de la compétence personnelle positive, c'est encore un autre argument. La compétence juridictionnelle sur la base de la compétence personnelle négative, c'est encore un autre argument. La question de l'extraterritorialité de certaines législations de certains pays, dont notamment les États-Unis, c'est encore autant d'arguments qui prévoient d'autres formes de compétences à côté de la compétence territoriale. L'heure a été des présumés trafiquants ou des trafiquants de drogue. Ils ont réduit peine aux États-Unis sous base coopération. Est-ce que ça va valable? Évidemment, écoutez. Dans le cas Palacios, par exemple, il dit, monsieur, que mon cher, vous êtes supposé passer toute vie dans la prison. Oui. Mais si vous avez des gens qui te bon l'argent, si vous avez des gens qui travaillent ensemble avec vous, peine on pas le réduire, elle passe à 10 ans. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Et c'est peut-être ça qui est inspiré par la chose qui fait il préfère faire le choix de la justice américaine que la justice haïtienne comme lieu d'extradition. Peut-être qu'ils comprennent non seulement que le fait que les prisons aux États-Unis sont plus confortables que les prisons haïtiennes, il y a moins de risques sur sa sécurité personnelle aux États-Unis qu'en Haïti, mais il y a également le fait qu'il peut bénéficier d'un ensemble d'avantages s'il accepte de coopérer. Parce que jusqu'à présent, il dit que le vrai auteur criminel, il est toujours en liberté. Il est toujours en liberté. Donc, si lui-même, qui est détenteur des informations cruciales sur la préparation, sur le plan de cet assassinat, s'il connaît Mounio personnellement, identité Mounio, il y a moyen pour le négocier avec la justice américaine. On prend une petite pause, le temps pour nous respirer, et puis on va tourner tout de suite après. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le professeur James Boyard est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. À tout de suite après la pause.
Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Le professeur James Boyard est notre invité ce matin. Avec l'arrestation Palacios, est-ce qu'on est capable de dire, en guise d'enchaînement à ce qu'on a dit avant eux, que les vrais auteurs de l'assassinat du président t'ont doué poser cette question aujourd'hui si la justice américaine n'a pas privé sur eux? Là, je pense que en pile monde qui est impliqué de loin ou de près dans la question crime ça et qui a un rapport direct ou indirect avec Palacios, là, ils ont des gens inconfortables. Ils ont des gens inconfortables parce qu'ils connaissent que la justice américaine a les moyens justement de faire parler Palacios et de trouver la vérité. Il est vrai que le dossier dans mon juge, et en général, on a toujours reproché la presse de tentatives d'immixtion dans certains dossiers qui sont dans le cabinet d'instruction. Mais façon enquête ça a évolué en Haïti, est-ce que vous pensez que il y a une possibilité d'un aboutissement de l'enquête globale? Moi, d'abord, je dis que nous avons une obligation pour nous faire enquête là aboutie. Nous avons une obligation fondamentale. Pas parce que seulement qu'il s'agit de l'assassinat d'un individu, encore pire, l'assassinat d'un chef d'État en fonction, que son chef d'État qui est décrié ou qui n'est pas décrié, mais l'assassinat d'un chef d'État en fonction, c'est un acte grave, extrêmement grave. Quel que soit le parti politique là, quelle que soit l'idéologie et secteur, il suppose conjuguer efforts pour faire enquête là aboutie, puis rejoindre tout le monde qui a main au trempé dans un assassinat pareil. Deuxième raison qui fait que nous gagnons en tant qu'élite intellectuelle, voire élite politique, nous gagnons intérêt pour enquête là aboutie, parce que l'assassinat, ça va avoir des conséquences. Il crée sur un fâcheux président qui va avoir des conséquences et sur l'avenir, à court, moyen et long terme. Pour qui ça? Parce que si le secteur qui est impliqué, observer, il y a que garder l'enquête là comment la malmener. Et même un secteur qui n'est pas concerné, mais qui partage des idées aussi radicales, des idées politiques, des pratiques politiques aussi radicales. Il dit, eh bien, nous devons faire ça, nous voulons, contre n'importe qui autorité politique en Haïti, rien qui n'a pas arrivé, non. Regardez ça qui est passé et Gonaïve 1er janvier, par exemple. Donc, c'est carrément un acte manifeste, une tentative d'assassinat contre un chef de gouvernement. Donc, ce qui fait que, pour qui ça arrive là? Parce que, peut-être que l'enquête là, sur l'assassinat du président Jovenel, eh bien, il y a une perception que il n'a pas abouti, qui fait d'autres secteurs penser que il est capable de tenter d'assassiner n'importe qui. Oui, mais il est seulement matérialisé, mais Jovenel Moïse était déjà assassiné. Paquet de menaces, surtout qu'on a fait pendant le pays là, qui était demandé même pour mon prendre la caille. Tu as des paroles de ce genre qui étaient conduites. C'est ça, c'est opportunité ça, malheureusement, et que c'est assassinat Jovenel là qui baille, qui offre lui, mais c'est une grande opportunité qu'il faut saisir là. C'est-à-dire il faut remettre en question cette radicalisation de l'échiquier politique haïtien dans les discours et dans les pratiques. Parce que l'élite politique, la classe politique haïtienne s'est radicalisée depuis plus de 20 ans, près de 20 ans, avec l'émergence d'un ensemble d'individus ayant des antécédents douteux, des antécédents criminels, ou qui sont proches du milieu criminel, à des postes de pouvoir, à des postes de responsabilité au sein de l'appareil d'État, comme député, comme sénateur, comme ministre, etc. Donc il faut profiter de cet assassinat pour revenir avec la morale publique. Vous voyez? Donc ça nous donne une opportunité de revenir justement avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de responsabilité. Parce qu'il n'est pas normal que quelqu'un se présente comme étant un homme politique et que cet homme politique n'est pas porteur d'une idéologie. Sous pas porteur d'une idéologie,
c'est ça qu'on va chercher dans la politique, on va chercher faire l'argent. Ben, Et c'est l'une des raisons que le pays est aussi corrompu. Nos hommes politiques sont aussi corrompus parce que nous sommes dans un contexte de faillite de l'idéologie, ou encore de faillite des idéologies. Parce que lorsqu'on ne se bat pas pour une cause, on se bat pour quoi? On se bat pour de l'argent. Voilà pourquoi que des hommes politiques n'hésitent même pas à désacraliser des événements nationaux, des événements symboliques, comme la fête du drapeau, la fête de l'indépendance, uniquement pour leurs propres intérêts, pour faire de la politicarie ou pour tenter de faire de l'argent. Pour tenter de faire de l'argent, je parle de l'incident au Gonaïves le 1er janvier. Oui. Parce qu'il y a des informations qui laissent croire que ce secteur-là avait tenté de solliciter du gouvernement de l'argent pour permettre à ce que la célébration puisse se faire. Oui. Mais comment on peut rentrer dans une logique pareille? Une logique qui est appliquée, qui a été introduite par des gangs armés, les gangs de ISO, les gangs de Tilapri, c'est ce qu'on appelle la stratégie de Cash for Peace. Maintenant, cette même stratégie introduite par des gangs sont appliquées par des hommes politiques. De ce qui fait les hommes politiques maintenant se mettent à l'université, à l'école des gangs, des criminels. Vous voyez? Maintenant, on mettait tout ça dans le contexte de l'insécurité globale. Et là, je m'adresse à l'expert que vous êtes, l'expert de votre État. C'est un contexte d'insécurité généralisée en Haïti. C'est peut-être, est-ce que ça, par rapport à faciliter l'assassinat du président, c'est vrai que nous gagnons une justice qui laisse aussi à désirer. C'est facilement arrêter un monde aujourd'hui, et puis demain, si vous entendez libérer, en fait, la justice est libérée, et puis la justice libérée, le point barre, c'est fini. Maintenant, est-ce que nous ne pas supposer attaquer mal là dans racine? Mal dans racine, c'est peut-être garantir une certaine sécurité. Comment l'expert en vous voit ou entrevoit une possibilité d'éradiquer sous d'accord question insécurité viscérale qui est presque morbide que nous vivons aujourd'hui là? Déjà, comment moi appréhender des questions, surtout dans le dernier ouvrage que j'ai publié sur le procès, dont le titre est Le procès de l'insécurité, problèmes, méthodes et stratégies. M'appréhender dans ce sens-là. D'abord, moi, je dis que ce qu'on appelle l'insécurité en Haïti n'est pas forcément de l'insécurité, c'est de la politique. C'est de la politique. Donc, ce qui fait que le premier facteur à la base de cette insécurité, ce sont les facteurs politiques. Là où elle est plus loin que perception. C'est la criminalisation, justement, de certains hommes politiques, de certains décideurs politiques, qui permettent et qui créent la prolifération des gangs armés et qui permettent à gangs armés d'arriver aussi puissants. OK? Presque au point que vous pensez que vous avez légitimé l'action par devant les médias, par devant l'opinion publique nationale. Regardez, ça n'a pas assisté depuis quelques jours. Côté vous regroupez gang armé, vous avez des ressources que vous partagées avec la population civile. Oui, donc vous avez essayé de légitimer. Excusez-moi, par contre, ça, moi, si c'est des lois parler là, mais moi, on image de chef gang. Kabay l'argent. Kabay l'argent, kabay sachet du riz, poids, kabay l'argent. Côté aux jeunes. Évidemment, côté aux jeunes, de deux côtés. Déjà, le revenu que vous tirez du kidnapping, ce qu'on appelle le revenu des crimes, vous avez une partie que vous prenez là-dedans, puis vous partagez avec la population limitrophe là, puis vous êtes capable de toujours générer solidarité au sein de cette population. Et puis, deuxième ressource, c'est à travers la stratégie de Cash for Peace. Côté, vous menacez un pouvoir, puis vous faites des ordres, et puis en échange, pour pouvoir avoir l'argent. Et malheureusement, pouvoir rentrer dans la logique, ça. Donc, ce qui fait que, dans les deux sens, quand vous arrivez à capitaliser tête, vous accumulez suffisamment de ressources pour être capable de battre d'autres projets. Et c'est ce qui est grave. C'est ce qui est grave. Mais moi, je connais que mon travail dur pour faire comme.
Et deuxièmement, c'est en pile monde que moi, monsieur, a baillé l'argent. Il faut croire Parce qu'ils rentrent en pile l'argent. Il faut croire qu'ils en ont beaucoup. Oui, ils rentrent en pile l'argent. C'est des millions. C'est des millions que gang armé rentrent comme revenu. Sans compter que les partis qui ont investi dans l'acquisition de flottes de taxis pour rentrer dans le trajet taxi-moto, de flottes de véhicules de transport, tant que bus, camions, que c'est autant d'éléments que les autorités ont supposé et pour identifier, puis sont capables de toucher gang yo côté ça, gang yo ça capable de faire au plus mal. Est-ce que ça part, c'est bon message tout, que nous gagnons en pile l'argent et nous sommes toujours capables de faire l'argent dans les mêmes conditions? Voilà, c'est parce que vous faites l'argent avec tellement de facilité, parce que l'on kidnappe un cadre qui travaille pendant 20 ans pour le compte de l'économie, et puis l'on joue, ou fait toute économie que il travaille pendant 20 ans, eh bien, facilité avec laquelle tu as obtenu l'argent, c'est avec autant de facilité qu'on va dépenser. Est-ce que l'inverse n'est pas aussi vrai? Parce que nous avons dit, bon, écoutez, monsieur tellement fait l'argent qu'on n'a pas besoin encore et que quand même on l'appelle. Non, c'est parce qu'il a défini d'autres stratégies de subsistance. C'est parce que pas oublier que autant que il a partagé des ressources que gagne avec la population civile, mais c'est autant également il a exercé une violence prédatrice, voire même génocidaire contre les membres de la population civile. Donc c'est deux choses différentes. C'est parce que je dis, il a défini d'autres stratégies de subsistance. Il connaît qu'il a bien besoin et base sociale ça au moins pour utiliser comme bouclier humain. Au moins pour utiliser comme élément qui pour surveiller la police pour eux, qui pour porter information pour eux, ou bien qui pour faire transaction à l'extérieur pour eux, les pas sortir. Il a besoin de solidarité, donc il a cherché solidarité. Mais il reste des criminels qui exercent une violence prédatrice, voire génocidaire contre la population civile. Regardez ça qui a passé Matisson. Oui, alors on retourne à la question qui menait à ça, c'était est-ce que le problème insécurité à Odim que les plus qu'on perception c'est insécurité noire dans le procès de l'insécurité. Oui, nous établissons 3 facteurs qui sont à la base de cette crise de sécurité. Ces facteurs politiques que ça m'a parlé avec, ces facteurs institutionnels avec la faillite des institutions productrices de la sécurité, telles que la police. Parce que pas oublier que les gens disent la police on assiste à une contre-performance de la police dans la lutte contre les gangs. C'est parce que la police n'a pas de moyens matériels suffisants. On me dit que c'est parce que nous ne pas comprendre, ne pas appréhender les vrais problèmes de la police. Évidemment, il y a une faillite de la PNH, mais ce n'est pas forcément dans le sens de faillite des ressources matérielles, des capacités d'intervention. C'est vrai que la PNH a besoin de renforcement de ses capacités d'intervention, capacités matérielles d'intervention, mais je dis à me garantir que même lorsque la police presque les mêmes ressources que l'armée américaine, il n'a pas privé d'intervenir et avec efficacité. Pour qui ça? Parce que avec les 2 derniers DG qui ont dirigé la PNH, eh bien, nous assistons à ça, un déficit de gouvernance, une mal-gouvernance qui a déstabilisé non seulement le haut commandement, mais également les éléments de la troupe. Eh bien, il y a une démotivation à travers des pratiques, il y a une pratique malsaine, c'est pratique de disqualification. La pratique de disqualification utilisée par les 2 derniers DG, côté que seulement identifier des cadres supérieurs qui sont capables de remplacer parce que cadres ça ont aura, ok? Eh bien, ils ont fabriquer des mensonges sous nos cadres et des fois ils ont porter mensonges même auprès d'ambassades étrangères. Puis ils dit cadres ça soit cadres ça a soutenu Fantôme 609 ou cadres ça a soutenu secteur qui compte élection en Haïti. Et puis, sur base ça, si, comme on connaît que le choix d'un DG de la PNH ne peut pas se faire sans l'adhésion de certaines ambassades, eh bien, l'ambassade Zayo a connaît puis mettre 4 Zayo sous côté. C'est cette stratégie de disqualification qui a carrément déstructuré le haut commandement. Donc, ce qui fait que le haut commandement n'est pas assez mobilisé pour réfléchir sur la meilleure stratégie convenable pour
apporter la solution à la crise de sécurité. Sans compter que même pratique malsaine, ça côté de anciens DG, ça a des milliers de grades de manière irrégulière, de manière irrégulière, qui fait que ou bay grade là des gens qui pas mérité, pendant que les gens qui méritent la gado, ça démotivé, démoralisé et élément de la troupe ça qui fait que aujourd'hui on assiste au taux d'attrition le plus élevé dans toute l'histoire de la PNH. Ça n'est le taux d'attrition, c'est le taux de démission et d'abandon de poste. Côté que en 2015, nous avons fait élection avec 15 000 policiers. Jeudi, si nous avons fait élection, alors que nous avons 6 ans, de 2015 à aujourd'hui, nous avons 6 ans, et nous recrutons au minimum 1000 policiers par année. Donc, de 2015, nous avons 15 000 policiers, il faut gagner 21 000 policiers. Aujourd'hui, aujourd'hui, nous avons à peine 13 000 et quelques centaines de policiers. Donc, vous imaginez le niveau, le drame, lorsqu'on parle de taux d'attrition chez le personnel policier. Lié à quoi? Lié aux pratiques de mauvaise gouvernance interne. Mais si on ne pas résoudre le problème de mauvaise gouvernance interne... Excusez-moi, ça veut dire que nous avons perdu près de 10 000 policiers. Et on a perdu plus que 6 000 policiers. Autant que on a recruté, c'est autant qu'on a perdu. Donc, pour résoudre le problème de l'effectif, on ne peut pas résoudre le problème de l'effectif et seulement de ratio police-population, seulement dans le recrutement. C'est ça que les partenaires étrangers n'ont pas arrivé à comprendre. Ils n'ont pas arrivé à comprendre que pour résoudre le problème de ratio police-population, le recrutement ne suffit pas. Il y a des problèmes internes. Il faut résoudre les problèmes internes d'abord. Parce que autant que vous recrutez, c'est autant que vous perdez de policiers. Eh bien, il faut régler d'abord les problèmes internes. Et heureusement, on connaît que information qu'avec le nouveau DG, eh bien, au moins, ils ont pris en compte de ces considérations par le nouveau DG. Globalement, c'est pour nous adresser, en fait, essayer de comprendre le problème, j'en posé là. Et c'est pas un problème qui est capable de résoudre du jour au lendemain. Phénomène de criminalité qui baille perception de sécurité. Alors, soit capable de faire de manière à court terme, à court et à moyen terme, c'est de stabiliser la situation. Revenir à un niveau de sécurité acceptable et vivable. Ça, c'est faisable. C'est faisable à court et à moyen terme. Mais comment? Eh bien, écoutez, il faut d'abord avoir la volonté politique, parce que, comme j'ai dit, il y a ce qu'on appelle la main politique de l'insécurité. Oui, mais quel intérêt un dirigeant politique a gagné dans gérer un pays avec une situation pourrie, Jean-Louis dit là? Alors, il faut nous comprendre. C'est pour parler de volonté politique. De facteurs politiques là. Non, mais écoutez, lorsque je parle de volonté politique, je parle plus de courage politique. Je ne parle même pas de la compétence politique, je parle de courage. Parce que même, c'est vrai qu'un gouvernement actuellement n'a aucun intérêt pour l'accepter une situation pareille, parce que cette insécurité porte atteinte à impact négativement sur la légitimité du gouvernement. Parce que son gouvernement n'a pas capable de sécurité, donc il n'est pas légitime, il n'est pas crédible. L'entête population et l'entête des partenaires étrangers autour. Donc, ce qui fait qu'un gouvernement a tout intérêt pour l'investir, pour lui résoudre le problème et insécurité ça. Mais le problème qui se passe, c'est que l'appareil d'État, l'appareil politico-administratif, est tellement infiltré par ce qu'on appelle des énergumènes, est tellement infiltré par des pseudo-criminels, qui fait que ces pseudo-criminels, eh bien, ils ont des postes de pouvoir, et même lorsque ils n'ont pas à l'intérieur de l'État en soi, eh bien, ils ont des capacités pour influencer certains responsables. Eh bien, ou même ou capable de volonté politique là, et pour passer des instructions qui ne sont pas respectées. Eh bien, il faut gagner suffisamment de courage politique pour éliminer ce qu'il faut éliminer, pour changer ce qu'il faut changer, les personnes qu'il faut changer. Donc, c'est le seul moyen pour résoudre le problème. Écoutez, c'est le seul moyen pour capable neutraliser les mains politiques d'abord, les mains politiques de l'homme de l'insécurité. Il faut neutraliser, avant de couper ses mains, il faut neutraliser les mains politiques de l'homme de l'insécurité. Non pas craindre aujourd'hui que nous ayons des chefs de gang qui viennent officiellement sous pouvoir? Eh bien, c'est risque là, oui. Parce que pas oublier que criminalisation de l'appareil d'État a suivi 3 étapes. Eh bien, c'est 4e étape là, oui. Première étape, la criminalisation appareil d'État, c'est l'émergence de l'argent sale
au sein de l'appareil d'État, notamment l'argent en provenance du milieu de la drogue, du narcotrafic. D'accord? Et puis, nous passons en deuxième phase, côté que il y a des individus qui ont des antécédents douteux, qui arrivent utiliser l'argent salio gagnant pour acheter l'élection, qui fait que vous viennent député, vous viennent sénateur. Mais pour ça, il y a autant de députés, autant de sénateurs décriés qui information bah nous, qui ont des antécédents et criminels, ok, qui étaient impliqués dans le trafic de drogue. Et puis, troisième phase là, c'est le fait que certains hommes politiques, certains responsables politiques, eh bien, ont développé des relations intimes, voire intimistes, avec des gangs criminels tels que ISO, et Jimmy Cherizier, etc. OK? Et puis, nous avons passé dans la quatrième phase là, côté ces gangs criminels, OK, ils ont récupéré ce qu'on appelle leur autonomie, ils s'autonomisent par rapport aux donneurs d'ordre, à cette même politique de l'homme. Côté, ils disent, bon, moi-même, j'ai assez de ressources, assez de capital qu'on y a, ou pas instrumentaliser, mais c'est moi qui peux porter des projets politiques. Et puis, ils ont décidé de dire, pas de élection si moi-même, un tel, pas député, ou pas accepter candidat un tel comme député, comme sénateur. Pas de élection. On risque d'arriver là. Vous l'avez prêté dans le pays, le ça ou même? Écoutez, on peut me poser une question, pour qui ça m'était déjà. Depuis 20 ans, j'aurais dû laisser le pays. Parce que je vous dis que cette criminalisation de l'État, au point que vous présentez l'État haïtien actuellement comme étant le gang criminel le plus structuré de la Caraïbe. Ah, l'État haïtien? Oui, dans les discours, dans la littérature. Surtout dans les discours des États limitrophes tels que des Jamaïcains ou des Dominicains. C'est le gang le plus structuré, et ceci bien avant l'assassinat du président Jovenel. On conclut avec le son que nous avons tiré justement de l'assassinat qui menait à l'arrestation Palacios et qui est actuellement dans la même autorité américaine. Ou quoi que Haïtiens pas de leçon que de tirer dans ça? Oui, bon, grande leçon. On ne peut pas faire de la politique avec du vagabondage. On ne peut pas faire de la politique sans le sens du patriotisme, sans le sens du civisme. C'est tout élément ça qui manquait au sein de l'élite politique, qui fait que l'élite politique là échouait autant, qui bat nous contexte, climat d'insécurité que nous gagnons là. Donc il revient à la population, les gens ont une opportunité pour voter, puis on fait choix des meilleures têtes, des meilleures personnes qui pourront représenter eux. Parce que la population haïtienne souffre parce que la population haïtienne n'est plus mineure, la population haïtienne est majeure. Dès lors que vous avez des citoyens qui ont le droit de vote, vous êtes majeur. Donc, tout ça va subir ou responsable de propres problèmes ou de propres difficultés. Parce que problème à difficulté, quand on éviter gagner, orientation, vote ou faire. Donc, sous voter mal, c'est un peu normal pour nous voter, pas capable d'adopter de bonnes politiques publiques qui pour améliorer la situation, améliorer les conditions. C'est un peu normal pour nous voter, puisque vous fait choix ou voter vagabond, ou voter criminel, et bien c'est normal pour criminels yo développer des relations avec criminels pareils qui parlent ISO, qui parlent Jimmy Cherizier, qui parlent gang Zayo, qui parlent tous les gens qui passé dans bus transport Matissan. Donc obligation gagnée, c'est d'abord l'obligation de voter mieux. Donc ça, c'est la responsabilité de la population. C'est la responsabilité de la population. On ne peut pas oublier la population dans la responsabilité dans le cadre de la responsabilité collective. C'est un plaisir pour me gagner au matin, professeur James Boyard. Permettre que moi, puisque tradition on comme ça, permettre que me formuler aux vœux de santé et de prospérité en 2022. Bon, on m'a formulé pas tradition même vœux et même vœux à la population en général, mais prospérité en bas ou à côté de la pied, et la sortie tout, et y compris vœux de santé, parce que comme on est capable en santé, là on connaît que à chaque heure ou exposé à des risques de kidnapping, à des risques d'assassinat, même ou pas qu'en santé psychologique là.
Oui, par tradition. Par tradition, oui. Merci encore une fois, C'est à moi de vous remercier. Et à bientôt. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le professeur James Boyard était notre invité ce matin. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto.